Bonsoir Mathieu Pigasse. Bonsoir. Merci d'être sur le plateau de BFM TV. Merci à vous. Vous êtes le directeur général de Lazare France, vous êtes le propriétaire des Inrock, actionnaire du Monde, du Huffington Post, et vous venez de publier Révolution chez Plomb, Révolution au pluriel, où vous développez un peu votre vision de l'avenir de l'Europe et de la réponse à la crise. Mais j'ai vu dans les portraits aussi qu'on vous décrivait comme un banquier rock. Ouais. Alors c'est quoi? Vous êtes d'abord un banquier ou d'abord rock? Les deux. Je suis banquier rock, j'aime le rock. Voilà, je suis un rocker qui fait de la banque ou l'inverse. Vous êtes plus banquier que rock quand même? Non, les deux. Les deux, on va essayer de voir ça alors. On reparle de la Grèce depuis quelques jours et notamment depuis hier. Oui. On commence à dire, et chaque candidat nous menace dans le fond d'en arriver à la situation de la Grèce. Vous connaissez bien la situation, vous avez participé comme conseil du gouvernement grec au plus fort de la crise, aux discussions. C'est justifié cette menace, cette comparaison aujourd'hui ? Oui, enfin, je ne sais pas si c'est une menace. Ce qui est justifié, c'est de penser que ce qui s'est produit en Grèce, c'est-à-dire un choc financier profond, avec des conséquences économiques et sociales graves. Conséquences économiques, c'est l'absence de croissance ou la récession. Les conséquences sociales, c'est une montée du chômage. Bien, je pense qu'il est justifié de penser ou de craindre que si on ne fait rien, si on n'agit pas, ce qui s'est passé en Grèce hier pourrait se passer ailleurs, demain en Europe, en Italie, en Espagne ou en France. À chaque fois d'ailleurs pour des raisons différentes. En Italie parce que la dette est très importante. Je parle de la dette italienne bien sûr. En Espagne parce que le déficit budgétaire espagnol est très important. Et en France parce que la situation des institutions financières est fragile. Vous dites dans votre livre, c'est pas une crise de la finance, c'est une crise de l'Europe, une sorte de crise de croissance, la panne d'innovation, la panne de renouvellement, l'Europe qui, dans le fond, n'est plus leader dans le développement mondial. Et on est devenus les immergés et les autres sont les émergés. Exactement. Quand même, quand un banquier explique ça, moi je me dis, il veut se dédouaner peut-être de la situation. Hein. Non. Il est en train de nous dire que c'est pas lui, c'est pas de leur faute. Non, je n'ai, j'allais dire de banquier que le nom, au sens où ma banque ne fait pas d'opérations financières, n'a pas de bilan, n'est pas une banque au sens classique du terme, c'est plutôt du conseil en stratégie. Non, je pense effectivement que c'est une erreur de penser que cette crise que nous connaissons aujourd'hui en Europe est une crise financière. Je pense que cette crise financière, qui existe néanmoins, n'est que le reflet de quelque chose à nouveau de plus grave et profond, qui est effectivement une crise économique. La crise économique, c'est, et vous l'avez dit, la cassure du modèle de croissance européen. Le fait que, en réalité, nous ne croissons plus en Europe, que ce soit en France ou ailleurs, depuis des années, à mon sens 10 ou 15 ans, et que nous n'allons plus croître, toutes choses égales d'ailleurs, bien sûr, pendant des années. Pourquoi ? Parce que toutes les composantes de la croissance, au sens économique du terme, sont à zéro. Je vais très vite. Il n'y a pas de croissance de la population. Or, on oublie très souvent, c'est le premier terme de l'équation de croissance. Il n'y a pas de gain de productivité en Europe depuis des années. La consommation est atone, c'est-à-dire la demande, ou d'ailleurs en recul. Évidemment, quand vous n'avez pas de croissance de la population, pas de gain de productivité, pas de consommation, l'investissement est à zéro. Et donc, je termine d'une phrase, ce qu'on appelle la croissance potentielle, c'est-à-dire notre espoir de croissance dans les années qui viennent, en France et en Europe, à nouveau, est proche de 1%, c'est-à-dire quasiment rien. Du coup, vous nous proposez quel modèle pour demain? Moi, j'ai eu le sentiment que c'était un modèle très optimiste au sens où vous dites, voilà, c'est une Europe fédérale, c'est regrouper nos forces en quelque sorte, mutualiser notre dette déjà. Exactement. Et puis ensuite, partir à la conquête tous ensemble. Très bien, mais il y a des nations qui résistent, et puis on vous dira facilement, mais ça c'est une révolution pour les bobos, pour les gens qui sont à l'aise dans la vie, qui vont bien, et qui n'ont pas peur de la mondialisation. Alors les autres, ils n'y croient pas. Alors c'est exactement l'inverse, c'est une révolution précisément pour ceux qui n'ont plus rien. Regardez la situation sociale en France ou en Europe. Il y a en Europe 25 millions de chômeurs. Vous avez en France, prenons les jeunes par exemple, un taux de chômage des jeunes qui est de 25%. Rajoutez à ces 25% de jeunes, 50% des jeunes âgés de 16 à 25 ans qui sont dans des situations de précarité au sens droit du travail, stage, intérim ou CDD. Ça veut dire 75% des jeunes français dans une situation de grande fragilité. En Espagne, le taux de chômage des jeunes est beaucoup plus important. En Grèce, vous en avez parlé, il est proche de 50%. Je dis qu'au contraire, c'est pour ces gens-là qu'il faut, pour les défavorisés, les plus pauvres, les plus fragiles, les plus précarisés, qu'il faut agir.
Et l'action, c'est en effet la révolution européenne. Je pense que isolés, repliés dans nos frontières nationales, nous serons affaiblis, soumis à la dictature des marchés financiers, pour reprendre votre expression, à la dictature de la spéculation. Je pense qu'à l'inverse, unis, nous serons forts. Ensemble, nous serons invincibles. Alors, écoutez, Édouard Martin, c'est le leader des Floranges. Il est arrivé à Paris après une marche de 350 km et voilà sa réponse, voilà son cri en quelque sorte. On est fatigué d'entendre les élus de tous bords, y compris au plus haut niveau du gouvernement, nous dire on ne peut pas. Ben voyez, nous, on est venus à Paris à pied, 350 km. On est tous esquintés physiquement. On a des ampoules, on a mal partout. Mais on avait un objectif, atteindre Paris. Malgré la difficulté, nous sommes arrivés. Regardez, nous sommes à Paris. Eh ben, le message qu'on veut leur faire passer, c'est que lorsqu'on veut, on peut. Et Mittal, il faut qu'il plie, Mittal. Et les élus sont là pour ça. Il faut sauver l'usine, il faut sauver l'acier lorrain. Alors, vous n'êtes pas un élu, mais il faut sauver l'usine, il faut sauver l'acier lorrain. Qu'est-ce que vous répondez à ces ouvriers dans un secteur en déclin qui font fabriquer des automobiles qui, dans un marché en recul, et même la construction automobile ne passe plus autant qu'avant par l'acier. Qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on leur dit dans le monde nouveau? Quelle place ils peuvent avoir? Écoutez, je lui dis que quand il dit, avec l'émotion qui est la sienne et les mots qui sont les siens, quand on veut, on peut, je lui dis que je suis d'accord. Ce qui me frappe en Europe aujourd'hui, en France aujourd'hui, notamment dans ce secteur, dans cette entreprise, dans ce domaine, mais dans beaucoup d'autres également, c'est la culture du renoncement. La culture du renoncement, c'est la fatalité, si vous voulez. C'est les politiques d'austérité qui sont mises en œuvre. C'est le fait de dire, oh là là, on n'y peut rien, on ne peut plus agir, parce que soit il y a les marchés financiers, soit il y a les marchés, les pays émergents, de nouvelles puissances, le mur de l'argent, etc. Non, je pense qu'effectivement, quand on veut, on peut. Je pense qu'il est possible d'agir. Je pense qu'il est possible de reprendre son destin en main, mais pour ça, un, il faut le vouloir, la volonté, et deux, il faut aller dans la bonne direction et suivre le bon chemin. Et celui-là, vous le développez dans votre livre. Alors, la révolution européenne, en l'occurrence. Hein, absolument. C'est ça, c'est cette union européenne. Je le disais tout à l'heure, donc comme directeur général de Lazare France et propriétaire des Inrecuptibles, donc à la frontière entre plusieurs univers, comment vous vivez le fait que les riches aujourd'hui sont une des cibles de cette campagne? Ils ont été désignés par quasiment tous les candidats, y compris ceux de gauche. Oui, enfin, ce que je vis mal, c'est pas que les riches soient une cible, c'est que cette campagne repose sur des cibles. C'est à nouveau systématiquement la recherche de boucs émissaires. Alors ça peut être les riches, ça peut être à certains moments ceux qui n'ont pas de travail, comme s'ils l'avaient choisi. Ça peut être l'autre, celui qui n'est ni français ni européen. Ce qui me gêne terriblement dans cette campagne, c'est à la fois le renoncement, on l'a vu à l'instant, et puis l'exaltation, si vous voulez, d'une forme d'égoïsme, soit national, soit, j'allais dire, très individuel, la peur et le rejet de l'autre. La stigmatisation, le fait de systématiquement rechercher un bouc émissaire participe, à mon sens, de la même chose, et qui est le repli sur soi, là où, au contraire, vous l'avez dit tout à l'heure, il faut, à mon sens, partir ou repartir à la conquête du monde. Nous, Européens. Et alors, quand vous voyez les propositions des uns et des autres, par exemple celle de taxer à 75% les revenus de plus d'1 million d'euros, vous trouvez que c'est rentable, que c'est efficace, que c'est positif, que c'est... Écoutez, j'ai déjà dit ce que j'en pensais, je vais donc le redire. Je pense qu'à temps exceptionnel, mesure exceptionnelle. Je pense que c'est une mesure qui ne suffira pas à elle seule ou en elle-même à évidemment réduire les déficits ou relancer la croissance, mais je pense que c'est une mesure d'exemplarité et de solidarité. J'ai vu d'ailleurs de manière très intéressante dans le monde d'aujourd'hui qu'un grand joueur de football au Paris Saint-Germain, qui est Pastore, a déclaré que s'il était imposé à 75%, eh bien non, il ne partirait pas, non, il ne quitterait pas le territoire national, contrairement à ce qu'on nous avait dit des joueurs de football, et qu'il les paierait. Voilà l'exemplarité et la solidarité. Alors, il y a d'autres personnalités connues. Jamel Debbouze qui a qualifié la mesure de ridicule et Patrick Bruel qui a dit j'ai le cœur à gauche, mais c'est quand même confiscatoire et spoliateur. Oui, Jamel a déclaré ça dans Les Inrecuptibles, d'ailleurs, je tiens à vous rappeler. Patrick Bruel a déclaré ça, en effet. Il a également dit, d'ailleurs, qu'être à gauche, c'était compliqué. Moi, je vous redis que c'est une mesure que je trouve être exemplaire et de solidarité. Et je redis autre chose, d'ailleurs, c'est que c'est des mesures qui ne sont pas sans précédent. Les États-Unis ont mis en œuvre une mesure analogue avec une taxation jusqu'à 70% de la tranche supérieure de l'impôt sur le revenu jusqu'au début des années 80, c'est-à-dire jusqu'à Reagan, sans que ça se traduise en aucune façon par une fuite des capitaux ou des cerveaux.
C'est la manière dont la gauche peut renouer avec la classe ouvrière. J'entendais Régis Debray hier qui disait la gauche est passée de la salopette de l'ouvrier au blue jean du publicitaire. Oui, non, c'est une formule. Ça, c'est une formule de publicitaire. Naturellement, je pense que si vous voulez, la façon dont la gauche doit renouer avec la classe ouvrière, les classes moyennes, c'est de retrouver le sens du progrès. C'est de penser que, on l'a dit tout à l'heure, je suis désolé de me répéter, mais que voilà, il est possible d'agir sur les choses. Il est possible de retrouver le chemin de la croissance à une condition, c'est qu'on ne se complaise pas dans les politiques d'austérité ou d'hyper-austérité. Je suis très frappé du fait qu'on voit se succéder des chiffrages de mesures économiques par les différents candidats. On voit se succéder des mesures ou des propositions de mesures, à chaque fois sans politique d'ensemble, sans stratégie économique d'ensemble. Et je pense qu'il faut retrouver un peu le contrôle sur demain. Merci beaucoup Mathieu Pigasse. Merci à vous. Révolution, c'est le titre de votre livre chez Plon.